Accompagner les jeunes diplômés, les étudiants, c'est investir dans l'avenir de nos territoires et ça, on en est tous convaincus. Les jeunes, par leur créativité, vous les jeunes qui êtes présents dans la salle, c'est vos idées qui seront le monde qu'on propose pour demain. Des idées au service de la transition globale, transition énergétique parfois, transition d'activité et cela porte de nouvelles idées de croissance pour nos régions. Vous, les uns les autres, vous avez du potentiel, un fort potentiel de développement. Vous êtes capable de générer pour la suite de nos territoires des créations d'entreprises et d'emplois très prometteurs. Ce programme a ainsi été développé avec ambition et peut-être que il est surtout orienté là aussi vers des filières technologiques, filières scientifiques, mais aussi vers l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire dans tous les domaines d'activité. Et ce qui fait aussi la richesse de notre programme, c'est la diversité des universités et des écoles qui y sont impliquées. En uit de drie verschillende regio's. En dat was een zeer succesrijk gegeven waar in totaal meer dan 100 studenten aan deelgenomen hebben gedurende 3 dagen. En waarbij dat de studenten die de 3 dagen volledig gevolgd hebben ook een certificaat gekregen hebben dat ze dit gevolgd hebben. Ik heb ook gemerkt dat alle partners eigenlijk het zeer interessant vonden om dan kennis te maken met de Flourishing Business Canvas, die eigenlijk duurzaamheid toelaat om te implementeren. En dat alle partners ook zinnig zijn om dat eigenlijk verder te zetten, ook om te gebruiken na afloop van dit project. Dank u voor jullie tijd. Merci beaucoup, Monsieur De Tan. Alors voilà, nous venons d'écouter donc la présentation en néerlandais du territoire des Flandres occidentales. Et je vais passer maintenant la parole à Madame Barbara Pilette, qui est maître assistante à la Haute École de Louvain en Hainaut et qui va de même présenter l'écosystème sur le territoire wallon. Oui, bonjour à tous. Donc en fait, je présente effectivement avec ma collègue Roselyne Clip, également connectée, quelques informations qui devraient s'afficher, je pense. Oui, on les voit. Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous parlons ici pour nos collègues de l'UMONS, de l'UCL-Mons qui vous présenteront leurs recherches, mais également de la Haute École Condorcet, qui a organisé pas mal de formations et de coaching pour les étudiants entrepreneurs. Ici, nous vous présentons nos partenaires qui nous sont précieux. D'abord, la LME, c'est la maison de l'entreprise qui propose un programme YUM pour encadrer les étudiants entrepreneurs, les stimuler également dans leur goût pour l'entrepreneuriat. Toujours pour les étudiants, vous voyez ici le logo du Student Lab qui fait le même travail pour la région de Charleroi plus particulièrement. Alors, nous travaillons également avec des partenaires dans la région Wallonie-Picarde. C'est le projet Entreprendre, qui a notamment un Fab Lab. Là, la cible est un peu plus large. Ce n'est pas seulement pour les étudiants entrepreneurs, mais également pour tout entrepreneur, quel que soit le stade de leur projet. Et nous sommes également encadrés par un partenaire précieux qui est la Sowalfin, qui propose depuis quelques années un site internet, le 1890, qui centralise énormément d'informations sur l'entrepreneuriat, à nouveau pour tout entrepreneur, quel que soit le stade de son projet, qui oriente vers des partenaires clés, qui propose également des sources de financement pour les entrepreneurs. Voilà, je recède la parole à ma collègue. Voilà, je poursuis directement en zoomant rapidement sur quelques-unes des actions principales qui ont été menées sur le territoire wallon. Tout d'abord, la dernière soirée, le 21 octobre dernier, de coaching étudiant-entrepreneur intitulée « Boost ton projet », organisée par Transfirm et le YUMP, précédemment présenté par ma collègue. Le but était de permettre à des étudiants entrepreneurs de présenter leur projet d'entreprise et de pouvoir récolter du feedback d'experts transfrontaliers venus donc des Hauts-de-France également et de la Flandre, pour pouvoir challenger leurs idées et identifier éventuellement des opportunités de développement dans les régions voisines. Une autre initiative aussi qui a été effectuée
Il s'agit donc de la création d'une plateforme intitulée donc Transfirme, qui a pour but de centraliser toute une série d'informations, donc à nouveau sur l'entrepreneuriat, mais avec cette spécificité de pouvoir justement avoir des informations à la fois des différents territoires. C'est ainsi qu'on a par exemple la possibilité sur cette plateforme de pouvoir avoir une vue sur les différents acteurs clés, ici par exemple pour la Wallonie, mais également en filtrant sur les Hauts-de-France ou sur la Flandre, avec à chaque fois des liens qui redirigent directement vers les différents sites web. On a voulu aussi que ce site Transfirme soit disponible dans 3 langues. Donc, il est disponible en français, en néerlandais et également en anglais. Et enfin, je terminerai par là. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 16/12, dès 15h, pour un moment témoignage d'entrepreneurs des différentes régions, à nouveau, qui vont raconter leur parcours, justement, d'ex-étudiants entrepreneurs et évoquer l'évolution, justement, dans leur cheminement professionnel et personnel. Donc, dès 15h, possibilité donc de s'y inscrire via le QR code qui s'affiche là à l'instant sur les écrans, mais également qu'on peut retrouver sur le groupe privé Facebook Transfirme, où on peut vous donner la possibilité de venir aussi consulter toute une série d'informations sur les événements à venir. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous deux encore. Merci Barbara, merci Roselyne. Donc je reprends la parole et je vais vous présenter donc la 3e région qui participe à ce programme européen, donc qui est financé par des fonds européens et grâce à des fonds européens. Cette 3e région, donc c'est le nord de la France. Le nord de la France, donc il faut savoir que c'est une des premières régions en France au niveau entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est une région qui a été vraiment précurseur et qui a toujours soutenu énormément l'entreprise et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, donc, nous effectuons de la sensibilisation dans le nord de la France grâce à des collaborations entre le rectorat et le conseil régional et tous les établissements. Et aujourd'hui, annuellement, il faut savoir qu'il y a plus de 35 000 étudiants du supérieur qui sont sensibilisés sur le territoire du nord de la France. Ensuite, bien sûr, on propose de l'accompagnement des étudiants qui ont envie de créer, qui ont envie de découvrir et d'aller plus loin. Ceci, donc, notamment grâce à de nombreuses structures, un réseau très, très dense de partenaires et d'acteurs, et également grâce aux pépites Lille Hauts-de-France, qui est portée par l'Université de Lille. La mission d'un pépite, c'est vraiment de sensibiliser, d'accompagner et de délivrer un statut qui est le statut national d'étudiant entrepreneur, qui est accessible à tout étudiant du supérieur après le bac et qui lui permet d'avoir accès à un très, très grand nombre de services et d'accompagnement individuel et collectif. Voilà ce que je voulais dire donc, sur l'accompagnement. Après, en région, donc, notre force, c'est vraiment d'avoir un réseau aussi d'incubateurs importants. Nous avons 13 parcs d'innovation, de l'agriculture au digital, la santé, l'alimentaire. Donc ça, c'est vraiment un point très fort pour accueillir les étudiants qui ont besoin d'aller plus loin dans leur projet. Et puis, bien sûr, nous avons aussi ensuite le conseil régional toujours qui soutient les créateurs avec un chéquier starter et qui leur permet d'aller lever des fonds et de trouver du financement plus facilement. Donc, je vous remercie. Donc, voilà, nous avons présenté donc, les 3 écosystèmes qui participent à ce programme européen. Et nous allons enchaîner donc, avec la 2e partie. Une des actions fortes de ce programme Transfirme, c'est un programme de recherche. Un programme de recherche donc, qui porte sur un état des lieux tout d'abord, et puis sur une étude complète des modes des dispositifs qui existent aujourd'hui dans les 3 régions en termes d'accompagnement d'étudiants entrepreneurs. Donc, je vais passer la parole. Donc là, il faut changer de lien, je pense, sur Facebook, si vous voulez nous suivre. C'est un 2e lien. Donc, nous allons suivre maintenant et écouter, si elle est avec nous, Madame Amélie Jacquemin. Oui, je suis là. Je pensais que c'était d'abord Antoine qui parlait, mais je veux bien…
Je veux bien commencer. Ok, merci. Pas de souci. Merci, donc, Amélie Jacquemin. Donc, Madame Amélie Jacquemin est professeure en entrepreneuriat à la Louvain School of Management à l'Université catholique de Louvain. Et Amélie, je te laisse la parole pour présenter tes travaux. Voilà, merci beaucoup pour me donner cette opportunité de vous présenter. Donc, en fait, dans notre programme, il y a en effet un axe recherche relativement important. Et donc, nous avons été deux institutions, 2 universités à mener des recherches. Et donc, Antoine vous présentera aussi une recherche après moi qui était menée à Lumons. Mais donc ici, je voulais donc vous présenter cette recherche que nous avons menée avec ma collègue qui ne peut malheureusement pas être là ce soir parce qu'elle avait une soutenance de thèse et puis un cours en horaire décalé, Julie Hermans. Donc nous sommes toutes les 2 professeurs en entrepreneuriat à l'Université catholique de Louvain et plus spécifiquement sur le campus de Mons. Et donc, dans le cadre de ce programme Interreg, nous avons mené une recherche pendant toute la durée de la programmation, donc pendant les 3 années. Et là, on est en train de finaliser finalement cette recherche et nous espérons d'ailleurs en produire une publication scientifique, mais aussi une publication vers les acteurs et donc vers les praticiens, donc une publication aussi de nature plus professionnelle au-delà de la publication de nature scientifique dans les canevas et les codes de l'écriture scientifique. Alors, quel était le sujet ? Puisque nous sommes ici dans une programmation sur les étudiants entrepreneurs et que nous sommes 3 territoires avec une série finalement de structures, d'infrastructures, de soutien à ces étudiants et étudiantes entrepreneurs sur ces 3 territoires et également des statuts particuliers à leur adresse, eh bien, l'idée a été finalement d'essayer d'étudier ces pratiques et de voir dans quelle mesure ces pratiques et aussi donc ces statuts correspondent aux attentes et aux besoins de cette cible des étudiants entrepreneurs. Alors, en termes d'approche, c'est vraiment une recherche action dans le sens où finalement, nous sommes tous finalement des praticiens et à peu près chacun d'entre nous est actif dans ces différentes structures. Et donc, le but ici, c'était d'étudier ces pratiques pour également nous nourrir, donc peut-être mettre des mots et se rendre compte de ce que pensent les étudiants de ces pratiques que nous mettons en place pour eux. Et donc, c'est une recherche que nous menons par nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais vous allez voir je vais y revenir dans un instant, avec l'aide aussi de personnes externes pour mener concrètement la collecte de données, pour qu'il y ait une certaine liberté de parole de ces étudiants qui ont été rencontrés dans le cadre de la recherche. Donc ça, c'est le sujet, si vous voulez, général. Et donc, sur nos territoires, il y a un certain nombre de structures. On vient de les citer, mes collègues viennent de les citer. Il y a des Fab Labs, évidemment, mais il y a aussi des incubateurs, il y a des accélérateurs, et donc différents statuts qui se sont mis en place. Et donc ça, c'est vraiment le terreau que nous avons utilisé. Alors, ce travail, bien entendu, comme tout travail scientifique, a commencé par d'abord une revue de la littérature scientifique. Le thème de l'accompagnement en entrepreneuriat est un thème très vaste qui donne lieu à de nombreuses publications. Donc, ça fait plusieurs décennies que les chercheurs en entrepreneuriat publient sur ce thème pour finalement documenter les pratiques, les structures, la performance de ces structures, leur fonctionnement, leur gouvernance, etc. Et puis, alors, il y a évidemment un sous-thème dans cette littérature qui est beaucoup plus spécifique au public des étudiants entrepreneurs. Donc là, on a de la littérature, bien entendu, mais une littérature qui est plus naissante, en tout cas, sur ce sous-sujet-là par rapport à l'accompagnement de façon générale en entrepreneuriat. Alors, quand on regarde cette littérature, quels sont les thèmes qui y figurent déjà et donc qu'on va mobiliser ici, puisque dans une recherche, on s'appuie toujours sur ce qui a déjà été dit pour essayer d'un petit peu contribuer à ce qui a été dit. On ne part pas totalement de zéro, sauf dans certaines postures, mais qu'on n'a pas adopté ici. On a regardé finalement les types de structures. Par exemple, un Fab Lab ou un accélérateur n'a pas le même fonctionnement qu'un incubateur, donc on a tenu compte de ces typologies. On a regardé aussi les processus qui sont mis en place pour sélectionner et évaluer les étudiants qui rentrent dans ces structures. Il y a de la littérature sur ces sujets.
On a aussi regardé finalement les ressources qu'on mettait à leur disposition. Donc là, on est sur des problématiques de capital social et de capital humain finalement. On a également regardé, et ça c'est vraiment un sujet qui a été finalement assez dense et qui a été pas mal discuté par les étudiants et qui peuvent apporter des résultats un petit peu étonnants. On a discuté du sujet des équipes entrepreneuriales, hein, dans quelle mesure ces étudiants arrivent ou non en équipe, se constituent en équipe, et quelles sont les forces et faiblesses de ces équipes entrepreneuriales. On a regardé également évidemment nos pratiques. Hein, qu'est-ce qu'on met dans les mains, qu'est-ce qu'on place dans les mains de ces étudiants entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait avec ces étudiants, quels sont les outils qu'on utilise. Donc là, on est vraiment dans les pratiques. On a regardé aussi, et vous verrez, je vais y venir en termes de recommandations et de conclusions, on a regardé un peu les approches qu'on mettait en place, les liens finalement entre nos structures. Et donc là, on est davantage dans une littérature qui est très identifiée sur une lecture par écosystème, et ici écosystème éducatif, puisque dans ces écosystèmes d'accompagnement, il y a des hautes écoles ou des universités. Et donc, il y a un partenariat entre des coachs, des mentors de terrain, mais aussi, évidemment, des structures d'enseignement de niveau supérieur. Et puis, alors, on a regardé les statuts. Hein, on a mentionné ici le PEPIT. On a également, nous, des statuts dans chacune de nos institutions spécifiques pour les étudiants entrepreneurs depuis 4 ou 5 ans maintenant, ou même peut-être même un peu moins. Et donc, on a regardé ces statuts également. Donc, on est parti, si vous voulez, de cette littérature pour aller sélectionner les thèmes à étudier avec finalement les répondants. C'est une étude qu'on a menée en approche qualitative, hein, donc approche qualitative, essentiellement donc auprès de 2 publics. D'un côté, bien, finalement, les personnes qui dirigent les structures d'accompagnement. Donc, en fait, on a fait le mapping des structures qui sont à disposition des étudiants qui sont dans les institutions partenaires du programme Interreg, donc les institutions qu'on vous a citées tout à l'heure. Et donc là, les étudiants sont renvoyés vers un certain nombre d'incubateurs. Eh bien, on a donc eu des interviews, 11 au total, avec les personnes responsables, donc des représentants de ces structures. Des interviews qui ont été menées entre mai 2019 et mai 2021. Et il y a eu aussi en juin de cette année un atelier d'échange, puisque c'est une recherche-action. Eh bien, on a fait un point d'étape intermédiaire pour partager avec ces responsables de structure nos résultats et finalement avoir un dialogue et essayer d'en tirer des leçons et des recommandations et donc des améliorations de nos propres pratiques pour le futur. Et puis alors du côté des étudiants eux-mêmes, là il y a eu 2 méthodologies. On a fait 3 focus group, donc en fait des réunions d'étudiants par zone géographique, complétées par quelques interviews plus spécifiques d'étudiants, notamment des étudiants qui sont plutôt des alumni, hein, donc des étudiants déjà diplômés et sortis des structures. Et donc, pour toutes ces interviews, on a eu l'aide de chargés de projet qui, d'ailleurs, sont des chargés de projet ici du projet Interreg, qui ont mené ce travail de collecte de données pour que ce ne soit pas nous-mêmes envers en partie nos propres étudiants, ce qui ne permettrait pas une certaine liberté dans le ton de parole de ces étudiants. Et bien entendu, ces matériaux ont été anonymisés, ce qui fait que nous n'avons pas accès à l'identité des répondants par rapport à ça, donc dans le respect des règles de recherche classiques. Alors, quels sont les principaux résultats finalement de cette recherche pour faire court, parce que le matériau il est assez dense, hein, autant de focus group et d'interviews, vous vous rendez bien compte que ça fait beaucoup de pages, et d'ailleurs on est toujours dans la finalisation et l'écriture du document final de restitution de ces résultats. Et donc, quels sont finalement ces résultats? Si on prend un petit peu la photographie de ce que cela donne, les étudiants documentent un certain nombre de difficultés, hein, notamment difficultés à combiner, alors que c'est le but de cet écosystème et le but aussi de ces statuts spécifiques, combiner finalement le temps qu'ils ont au niveau de leur parcours académique et le temps qu'ils consacrent au développement de leur projet entrepreneurial.
et donc vraiment la balance et des mécanismes qui permettent de mieux finalement manœuvrer les deux projets en même temps. Et donc ça, sur ce point-là, ils expriment encore des difficultés et des pistes d'amélioration qui pourraient être trouvées pour bien combiner finalement leurs deux jobs, qui est je développe un projet en entrepreneuriat, mais en même temps, je suis un étudiant et je dois aussi viser la réussite dans mon parcours avec un temps spécifique lié à mes cours, aux examens, etc., que je dois gérer. Difficulté par rapport, quand ils sont en équipe, et j'y reviendrai parce qu'ils ne sont pas souvent en équipe, mais quand ils sont en équipe, à disposer d'outils pour vraiment gérer les conflits, bien évidemment, mais également trouver des mécanismes pour aligner leurs ambitions et leurs visions, leurs attentes individuelles, qui parfois sont assez diverses et variées, et donc pour trouver des chemins d'alignement, d'intérêt. Et donc là, on est beaucoup plus sur des soft skills qu'ils recherchent et qui parfois posent problème et qu'ils n'ont pas par ailleurs dans leur cursus universitaire. Il y a un gros souci aussi de pérennité, et donc ça, c'est également un sujet sur lequel on reviendra lors de la réunion que Barbara mentionnait tout à l'heure, la conférence débat plus exactement, qui aura lieu la semaine prochaine et qu'on organise à l'UC Louvain, où là, on a invité des étudiants qui sont passés par ce dispositif et qui ont eu des projets. Et donc là, la difficulté, c'est vraiment une fois qu'on a terminé et qu'on est après la diplomation, eh bien, beaucoup de ces projets, finalement, se terminent parce que tous les dispositifs et tous les avantages de ces statuts et de ces structures, finalement, en général, se terminent à ce moment-là ou très rapidement après. Et donc, il y a vraiment une cassure qui se fait et une difficulté qui se met en place, notamment aussi sur le volet financier. Et donc, beaucoup de projets, finalement, après, ne perdurent pas dans le temps, même si, ce qui est quand même intéressant et positif, pour rester optimiste, on voit des étudiants qui arrêtent leur activité, mais qui vont revenir avec d'autres projets en entrepreneuriat, parfois 1, 2, 3 ou 5 ans plus tard. Et ça, on le voit, nous, sur le terrain, et c'est un petit peu documenté aussi par l'étude. Frustration par rapport peut-être à notre positionnement. On reste encore dans des dispositifs qui sont assez verticaux. Il y a un accompagné, il y a des accompagnants dans des postures différentes, des mentors, des coachs, des experts, etc. Mais les étudiants voudraient finalement, c'est ce qu'ils nous disent, beaucoup plus d'horizontalité, beaucoup plus de sessions, d'activités et de services qui sont vraiment entre eux, entre pairs, et leur donner les possibilités, les outils pour qu'ils créent entre eux une communauté et qu'ils créent leurs propres écosystèmes à côté de ceux très structurés et formels qu'on a mis en place et qui sont souvent liés de façon formelle aux universités. Et donc aussi plus d'espace pour travailler ensemble et faire de la cross-fertilisation entre leurs projets. Au niveau des contenus de ce qu'on leur propose, souvent des contenus qui ne sont pas assez variés, c'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent et qui ne sont peut-être pas assez adaptés au stade de développement des projets et focalisés surtout sur les hard skills plutôt que les soft skills liés à la gestion des émotions, à la gestion des équipes, etc., où là, on pourrait encore aller un petit peu plus loin. Alors maintenant, si on vient de notre côté, du côté des accompagnants, qui sont dans ces différentes structures, finalement, un étonnement, c'est de voir que ces étudiants utilisent assez peu les statuts officiels comme un outil de légitimation de qui ils sont. Donc, en fait, ça, c'est assez étonnant, alors que c'est souvent aussi pour ça qu'on a mis en place ces statuts. Donc, ils se présentent à l'extérieur comme des entrepreneurs et non pas comme des étudiants entrepreneurs reconnus par ces différents dispositifs, pépites et autres. Énormément de projets sont plutôt du solo entrepreneurship, donc un étudiant tout seul, voire 2 étudiants, mais très peu d'équipes, ou en tout cas d'équipes plus larges. Et alors, beaucoup d'homogénéité dans les équipes. Donc, ce sont des équipes qui viennent et qui sont liées aux écoles, aux facultés, aux départements. Et donc, assez peu encore de mixité dans les profils. Typiquement, on a beaucoup d'équipes avec des profils soit très techniques, soit des profils vraiment en gestion. Mais peu d'équipes qui sont vraiment multidisciplinaires, et ce qui permettrait évidemment de nourrir le projet et d'avoir parfois des adéquations entre l'équipe et le projet qui nécessitent diverses compétences. Au niveau des attentes, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils voudraient davantage voir? Finalement, vous voyez quelques d'ailleurs citations ici en italique sur l'écran.
davantage d'articulation avec nos propres programmes académiques. La plupart suivent des cours et ont donc des programmes de cours et des workshops au niveau académique, et donc une meilleure articulation avec ces programmes-là et les programmes et les workshops qu'on va retrouver alors dans les structures d'accompagnement à côté de l'université ou de l'école, et donc l'accès à d'autres types d'experts et de personnes un peu connues par rapport à certaines thématiques beaucoup plus spécifiques à leur projet en particulier. Ils veulent aussi beaucoup plus de mise en action sur mesure par rapport à des aspects parfois très techniques, très spécifiques, ou à la mise en vente, des choses comme ça. Donc voilà, parfois on reste peut-être un peu trop généraliste dans ce qu'on leur propose dans ces différentes structures. Alors, un retour, j'ai bientôt terminé, un retour par rapport à la littérature. Là, je vous documente ici une recherche qu'on avait lue avec Julie Hermans de 2019 et finalement qui correspond bien à ce que nous avons trouvé, à savoir que pendant tout ce processus d'accompagnement, les étudiants ont besoin d'un accompagnement sur mesure, personnalisé par rapport au type de projet et au type d'équipe éventuellement dans laquelle ils se trouvent. Ils veulent évidemment apprendre, ils veulent être mis en réseau et surtout de façon plus horizontale entre eux, davantage qu'avec des experts ou des mentors, etc. Et ce qui va augmenter au fur et à mesure de l'avancée du projet, de l'accompagnement, c'est vraiment le besoin d'expertise beaucoup plus concrète et beaucoup plus technique, beaucoup plus pointue, et l'accès à des ressources. Par contre, le besoin de légitimation va diminuer au fur et à mesure de l'accompagnement, donc ce n'est pas nécessairement là-dessus que l'on doit peut-être mettre davantage de ressources. Alors, un point aussi donc pour dire que la difficulté aussi, on essaye de les mettre en équipe, de les ouvrir, de faire entrer d'autres étudiants avec d'autres expertises quand le projet le nécessite et qu'ils n'ont pas toutes les expertises, soit seuls ou soit à deux. Mais là, on est confronté à ce concept de propriété psychologique qui les bloque un peu dans leur motivation à s'ouvrir et à agrandir l'équipe. Donc ça, c'est un phénomène assez intéressant et qu'on voit dans la littérature aussi. Et enfin, un lien avec tout ce qu'on dit dans la littérature sur les écosystèmes éducatifs en entrepreneuriat. Et notamment, là, je rejoins tout simplement toute une série d'écrits qui ont déjà pu paraître. Et alors, je fais un lien avec les résultats directement de la recherche. Un premier enjeu, évidemment, c'est qu'on a une multitude ici de structures sur nos divers territoires, mais on n'a pas encore, et on peut améliorer la cohérence entre ces structures qui pourraient beaucoup plus encore se compléter plutôt que se chevaucher, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait chacun et qui sont exactement les mêmes un peu partout. Et donc, peut-être essayer de mieux envisager la spécialisation et les expertises par pôle chez chacun, ce qui permettrait à chacun de compléter les différentes offres et d'être beaucoup plus sur un parcours que sur une juxtaposition d'expertises qui sont un peu les mêmes partout finalement. Deuxième enjeu, la nécessité d'assurer pour le porteur de projet un continuum aussi dans les services. Donc aller au-delà de l'offre de chacun et permettre d'offrir quelque chose qui peut commencer éventuellement dans une structure et puis qui peut continuer dans une deuxième, se compléter encore dans une troisième, etc. Et donc là, évidemment, par exemple, permettre à un étudiant entrepreneur, par exemple, qui est à Louvain, d'aller ensuite à Lille pour faire un stage en entrepreneuriat dans une structure, mais qui a peut-être des expertises ou des mentors plus en lien avec son projet, puis après peut-être d'aller en Flandre, parce que là, il y a un Fab Lab là, qui aussi a des dispositifs particulièrement pertinents pour son projet, avoir vraiment ce continuum dans son parcours, ce qui nécessite alors des ajustements parfois au niveau de la reconnaissance des outils, notamment des stages ou éventuellement de CTS de cours, etc. Ça nécessite évidemment des ajustements et des accords institutionnels pour lesquels aujourd'hui on n'a pas encore énormément avancé et sur lesquels on pourrait encore davantage se pencher. Et donc, enfin, pour terminer, simplement vous dire que peut-être qu'en termes d'approche et de processus, on pourrait peut-être aussi davantage, toujours avec cette lecture, d'être un peu moins dans la verticalité, plus dans l'horizontalité, d'être moins dans finalement des structures où on est là avec un jury, avec un dossier de candidature très formel, très cadenassé,
assez performatif. On pourrait revenir sur le thème de la performativité ici dans le temps d'échange. Certaines personnes sont intéressées par ce thème-là. Et donc, être beaucoup plus dans un accompagnement, une facilitation du processus, avec un journal de bord qui documente un avancement, plutôt que des choses très formelles, comme on les a aujourd'hui, très balisées, très performatives. Et puis, essayer aussi d'être beaucoup plus dans une approche de pair à pair, et donc d'essayer d'aider les étudiants à trouver les pièces manquantes et à construire leur propre réseau et à aller trouver les pièces manquantes dans leurs équipes actuelles, ou en tout cas à faire équipe s'ils ne sont pas actuellement en équipe. Donc voilà un petit peu les résultats principaux actuellement. Et donc voilà également nos coordonnées si vous voulez avoir accès finalement aux résultats et aux documents que nous publierons par rapport à cette recherche. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Amélie. Reste en ligne surtout, puisque nous aurons, j'espère, en quelques instants pour quelques questions après. Et donc, nous allons écouter maintenant donc, Monsieur Antoine Buchet, qui est maître de conférence à la faculté d'économie et de gestion de l'université de Mons et qui va aussi nous présenter les résultats de ses travaux. Voilà. Donc, je voulais d'abord remercier Amélie Jacquemin pour la recherche, et la complémentarité finalement, qu'on arrive l'un avant l'autre, l'un après l'autre. Finalement, c'est assez chouette puisque dans tous les cas, c'est extrêmement complémentaire. Nous, notre volonté était donc de mener à l'UMONS une recherche plus qualitative. Est-ce que vous voyez toujours la présentation? J'ai un doute si elle est toujours affichée. Oui, parfait. Nous, notre volonté est donc de mener une recherche plus quantitative, donc une situation économique des petites et moyennes entreprises transfrontalières, une sorte de photographie des entreprises sur ce territoire transfrontalier, ce large territoire, et avec cet élément complémentaire de comparer les entreprises qui seraient à plus haute potentialité de croissance. Donc, un enjeu assez complexe avec plusieurs éléments. Scientifiquement, mais de la même manière, la recherche, on l'a pondérée un petit peu de la même manière que ce que Madame Jacquemin a fait, avec d'abord un ancrage scientifique, une volonté de se baser sur les écrits de plusieurs auteurs. Donc, la gestion stratégique des entreprises à forte croissance, c'est finalement ce domaine-là vers lequel notre recherche a pointé. Et donc, pour ce faire, nous sommes basés sur les écrits de plusieurs auteurs, mais c'est un domaine, comme je l'indique, assez récent. Les premiers écrits autour du domaine, c'est 1985. L'idée d'aujourd'hui n'est pas de faire une présentation éminemment scientifique, mais juste de préciser que finalement, c'est un domaine très émergent et parfois assez complexe. Complexe également parce qu'il n'y a pas toujours des versions claires ou des typologies claires, ou plus exactement, les typologies claires précisant la manière dont on peut comparer ces entreprises sont encore plus récentes. On s'est basé sur une typologie d'Emir Weinberg et Mac Clevy en 2017 qui parviennent, en analysant un corpus théorique large, c'est une trentaine d'articles qu'ils analysent, à créer une typologie des entreprises à forte croissance en se basant sur 5 facteurs: le capital humain, la stratégie d'entreprise, l'innovation, les capacités de croissance et la pratique des gestions de ressources humaines. On le voit finalement, et c'est d'où la complémentarité avec l'étude menée par l'UCL, c'est que finalement, beaucoup des facteurs qui ont été analysés par l'UCL donc, sont des facteurs qui se retrouvent aussi dans ces potentialités de croissance. Or, notre enjeu à nous, chercheurs de l'Université de Mons, était de comparer sur un plan plus quantitatif, à l'échelle d'un territoire, avec le corpus de données. Pour vous donner une idée indicative, c'est 30 000 entreprises qui ont été comparées dans un tableau classique, méthodologie assez classique. Et nous sommes basés donc sur la question, les capacités de croissance de l'entreprise. Alors, comment opérationnaliser cela? Ces capacités financières comme élément d'analyse macroéconomique, là aussi, il a fallu compléter cette recherche. Et ça veut dire quoi? Et essayer de tenter de répondre à la question. Ça veut dire quoi une capacité financière?
Pour la faire courte aussi, nombreuses littératures, mais globalement, c'est Barbero et Hall qui proposent une typologie en 2011 avec des éléments de budgétisation, de disponibilité du capital financier, de présentation de l'information financière, d'analyse des états financiers, de contrôle des coûts. C'est globalement les éléments qui tentent d'opérationnaliser cette question. Et nous, plus particulièrement, nous nous adresserons donc à 4 des 5 éléments via des ratios comptables. Alors, ceci étant dit sur la littérature, je vais passer davantage à l'analyse. Alors, deux écueils importants. Une analyse à l'échelle d'un territoire, région, mais avec des disparités institutionnelles propres, des classifications économiques propres. Donc, il fallait dépasser ou réécrire toute une classification commune et analyser des données quantitatives à l'échelle de ce vaste territoire. Pour ce faire, nous sommes basés donc sur une classification internationale, une classification City, mais qui a aussi une difficulté, on en parlait tout à l'heure, M. Detan nous parlait dans l'intérêt que porte l'écosystème flamand sur l'économie circulaire, l'économie durable dans sa présentation. Mais la difficulté de cette classification internationale, c'est qu'elle n'y est pas spécialement attentive. Donc, premier écueil de la recherche que je me dois de préciser, c'est que cet élément-là, nous n'avons pas su y regarder dans notre analyse macroéconomique. Elle n'en demeure pas moins que ça nous a permis de mener certaines analyses, et pour ce faire, on s'est basé sur des bases de données bien établies qui créent des ratios comptables assez classiquement. Trois grands ratios ont été utilisés, les ratios de rentabilité économique. D'une part, la rentabilité économique que l'on peut définir comme les ratios de rentabilité économique d'un projet d'une entreprise calculés à partir des capitaux engagés qui se trouvent à l'actif du bilan, les immobilisations productives et, excusez-moi, et les besoins en fonds de roulement. Le ratio de rentabilité nette, c'est un petit peu la même chose que le précédent ratio, et les ratios de liquidité, qui sont davantage des ratios pour des engagements sans recourir à des actifs à court terme non liquides. Donc en somme, finalement, après analyse des différents ratios, on s'est surtout concentré sur les deux premiers. Le ratio de liquidité est davantage un ratio qui montre des différences notables, sur des entreprises en risque de faillite ou pas. Donc, notre idée était de véritablement réaliser une photographie de ce large territoire, et donc cet élément de liquidité, on l'a mis de côté, pour constituer, je vous les passe rapidement, ces beaux tableaux. En tout cas, moi, je les trouve beaux, mais ils sont peut-être un peu chargés, où on a essayé de comparer les TPE et les PME sur ces différents secteurs à l'échelle de ce territoire. Donc, je vous fais l'impasse je vous passe la partie décodage du tableau pour finalement arriver à quelques éléments de conclusion qui nous permettent d'établir cette photographie. Alors, tout cela nous permet, en quelques mots, de préciser dans quel secteur on pourrait inviter les jeunes qui suivent cette conférence, les jeunes entrepreneurs, à se lancer. Et globalement, notre analyse, j'oubliais de préciser la périodicité, qui s'étale entre 2014 et 2020, des données entre 2014 et 2020, avec donc le gros écueil de la situation sanitaire qui a un peu bouleversé nos économies. Ça nous a permis de comparer à l'échelle du territoire. Alors, somme toute, des constats, des grands constats sur lesquels on ne peut qu'inviter les futurs étudiants entrepreneurs à se lancer. Le secteur du commerce, tout d'abord, qui, avec ses ratios de rentabilité, demeure toujours une valeur sûre, quelle que soit la période considérée, quelle que soit la taille de l'entreprise également, puisqu'on a remarqué aussi des effets de taille qui font varier les résultats. Les secteurs de fabrication et de construction, assez logiquement, étaient des secteurs forts porteurs de nos économies, mais ont connu des ralentissements importants en 2020. Seul l'effet de taille compense un petit peu ces ralentissements économiques importants. On voit vraiment qu'on ne peut qu'inviter les étudiants entrepreneurs à condenser sur ces aspects-là. Il y a également, mais assez logiquement, l'aspect hébergement, restauration. C'est un secteur intéressant, mais beaucoup trop cyclique pour être une valeur sûre, mais avec des PME qui sont un petit peu moins impactées par la taille.
Et enfin, derniers éléments, c'est l'élément le secteur du transport, du stockage. En fait, c'est un secteur véritablement en pleine hausse. Ça fait écho à des publications récentes, qu'elles soient scientifiques ou non, sur tout ce qui tourne autour de l'économie de la paresse. Donc, l'idée de livraison de biens à qui que ce soit. C'est véritablement un secteur en plein boom. Les ratios ne sont pas assez importants entre 2014 et 2020 pour véritablement voir une évolution, mais on voit vraiment des hausses spectaculaires de la rentabilité de ces secteurs en 2018 et 2019, plus particulièrement. 2020 freine un peu tout cela, assez curieusement d'ailleurs. Et de nouveau, c'est les secteurs de PME, donc des petites et moyennes entreprises, qui sont moins impactés. Enfin, et là aussi, c'est les éléments que j'ai précisés, je peux bien le reconnaître, ne sont pas des éléments qui apparaîtront comme novateurs, mais on peut s'étonner, par exemple, de l'éducation, qui est un secteur en pleine hausse à l'échelle du territoire, peut être conseillé, ainsi que tout ce qui tourne autour des activités financières et d'assurance, qui sont deux gros secteurs aussi qu'on pourrait ne pas percevoir comme si intéressants que cela, mais qui sont pourtant porteurs d'un certain élément de rentabilité. Voilà pour un résumé assez rapide de la recherche. On m'avait dit 10 minutes, je suis à 9 minutes 27, donc je crois que c'est bon. Et je rends la parole à Madame Thiébard. Merci beaucoup Antoine. Écoutez, voilà, nous vous avons présenté donc des travaux de recherche qui portent sur deux axes bien spécifiques et complémentaires. Donc, il nous reste quelques minutes. En effet, s'il y a des questions dans le public, vous pouvez vous présenter, mais avec plaisir. Bonjour, Yasmine Ligereau, enseignante en entrepreneuriat et innovation chez Junia. Je me posais la question plutôt pour la première intervenante sur les spécificités du profil étudiant qui entreprend par rapport à un entrepreneur qui a un passif en entreprise, mais qui est aussi finalement dans les structures d'accompagnement en position d'apprenant sur un tas de domaines. Et je me demandais si, du coup, par rapport à l'étude que vous avez menée, vous voyez vraiment des spécificités sur l'accompagnement pour les étudiants, parce qu'on constate qu'on a des similarités entre l'accompagnement qu'on propose à nos étudiants pépites et l'accompagnement qu'on va retrouver dans des incubateurs ou des accélérateurs plus classiques, entre guillemets. Donc, c'était une question pour Amélie, voilà, je pense. Oui, merci pour votre question. Mais en fait, c'est un public qui finalement peut être caractérisé par une certaine fragilité de la nouveauté, parce que ce sont de toutes jeunes pousses en entrepreneuriat. Et donc, c'est clair que par rapport à un autre public plus classique, hein, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, on a finalement ici des personnes qui ont moins de ressources en termes de capital social et humain, beaucoup moins de ressources aussi en termes de réseautage que ne peuvent l'avoir d'autres entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs de nature étudiant. Et donc, évidemment, et justement, c'est un des éléments que j'avais pointé au début, c'est évidemment important du coup de les doter de ces ressources-là qui sont importantes et qu'ils n'ont pas nécessairement. Alors, vous avez mentionné quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils ont du coup peut-être une posture d'apprentissage un peu plus forte que d'autres publics, puisqu'ils sont eux-mêmes par ailleurs finalement dans un programme d'apprentissage, puisqu'ils sont par ailleurs étudiants. Et donc, en effet, ça par contre, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est plutôt un levier par rapport à ce qu'on peut leur proposer, même si ce qu'on voit ici hein, dans l'étude, c'est vraiment la volonté pour eux que cet apprentissage, quand on le délocalise vers ces structures, et donc on n'est plus à l'université ou qu'on n'est plus en école, se fasse beaucoup plus de pair à pair et moins avec finalement des sachants, des accompagnateurs, des experts externes, un peu dans cette position de je vais t'expliquer comment ça va se passer, je vais te dire comment tu dois faire. Et ça, c'est sans doute dû également au fait que par ailleurs, ils sont étudiants et ils sont tout le temps dans cette posture-là à l'université ou à l'école. Et donc voilà, donc ça c'est par rapport à un besoin spécifique qu'ils ont, et puis donc, comme je vous le disais, hein, moins de capital social, moins de capital financier aussi évidemment, et donc ils sont en recherche d'outils spécifiques adaptés à leur projet. Voilà, tout ceci est quand même un peu lié à la position dans laquelle ils sont et l'âge qu'ils ont.
Maintenant, vous pouvez retrouver les mêmes considérations sur d'autres publics, des publics plus marginalisés, des choses comme ça. Donc, il n'y a rien de totalement propre, spécifique et unique lié à l'étudiant entrepreneur. Hein. Donc, ça reste quand même de l'accompagnement en entrepreneuriat de façon générale pour répondre à votre question. Maintenant, je pense que dans l'accompagnement, vu que beaucoup d'entre eux ont des cours, des programmes, des workshops, des événements, des conférences dans leurs universités et écoles, il faut bien réfléchir l'accompagnement et la distinction entre ce qu'ils vont avoir de ce côté-là et ce qu'on va leur proposer dans les structures pour éviter une redondance entre tout ce qui est proposé, ce à quoi a peut-être moins accès d'autres publics qui ne sont pas par ailleurs dans des dispositifs d'éducation à l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc il y a un peu des différences de ce type-là. Merci beaucoup, Amélie. Je rappelle que Madame Jacquemin est professeure en entrepreneuriat, donc à la Louvain School of Management à l'Université catholique de Louvain. Je crois qu'on avait une autre question dans le public qui est destinée à Amélie. Donc, une question pour Madame Jacquemin, donc Fabienne du Pépite. Vous parliez d'un mapping des structures. Je voulais savoir si ce mapping, on pourrait y avoir accès, si vous allez le publier. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie, c'est en soi un bel objet de recherche, hein, déjà d'arriver à faire le mapping de ces structures. Rien que ça, c'est déjà très complexe. Alors, attention, je précise que c'est évidemment les structures qui sont liées aux partenaires du programme. Et donc, évidemment, ce n'est pas exhaustif. Donc, c'est lié vraiment à notre dynamique à nous. Mais bien entendu que ça fait partie, évidemment, des résultats ici de faire ce mapping des structures, en tout cas qui sont celles mobilisées potentiellement par les étudiants qui sont dans chacune de nos institutions. Voilà. Et j'avais une seconde question par rapport à ce que vous évoquiez sur l'approche pair à pair, qui est un réel besoin exprimé par les étudiants. Quels conseils vous pourriez nous donner, étant donné qu'on est en train de développer justement des programmes d'animation de la communauté des étudiants, et à voir si vous aviez des conseils ou des axes de travail à nous communiquer. Oui, ben en fait, c'est essayer de leur donner des outils, des espaces pour qu'ils co-créent ensemble et d'être beaucoup plus, nous, alors, dans une posture de facilitateur plutôt que d'encadrant. Donc, on doit leur donner des outils, des espaces pour qu'eux-mêmes, et c'est un petit peu d'ailleurs l'objet de ce que l'on fait et ce que la ELA a un petit peu chapeauté ici dans notre programme avec la page Facebook. L'idée, c'est vraiment de créer quelque chose, de créer un espace, puis après, on laisse les étudiants et les différentes cohortes d'étudiants un peu auto-administrer ces espaces-là en les nourrissant par rapport à leurs propres attentes, parce que nous, on imagine des attentes pour eux qui parfois ne correspondent pas nécessairement à ce qu'ils veulent réellement recevoir, et donc on doit pouvoir à un moment donné un peu descendre de cette verticalité et beaucoup plus essayer avec eux de co-créer des espaces, des outils où ils vont prendre la main, où ils vont gérer. On est là simplement pour faciliter et pour donner accès peut-être à des ressources spécifiques, mais où on n'est pas là pour gérer, pour donner les contenus, etc. Donc ça passe pour moi par des espaces physiques, des espaces aussi au niveau des médias sociaux, et peut-être aussi leur donner la possibilité de co-construire leurs propres espaces, hein, en dehors de nos espaces à nous. Il y a peut-être des espaces off qui peuvent se créer et être autogérés par les étudiants en communauté transfrontalière. Et là, on doit être là pour les aider, leur faciliter le travail, mais en les laissant, eux, à la manœuvre. Et ça, c'est très difficile. Hein. Ce que je vous dis là, ça paraît comme ça assez trivial, mais on le fait très peu, en fait. Hein. On le fait très peu. On retombe assez vite dans de la verticalité. Et donc voilà, leur donner la possibilité, par exemple, dans ces espaces, de les habiter et de les gérer avec leurs propres envies et les propres idées qu'ils ont, plus que venir, nous, avec nos cadres, nos processus, nos parcours déjà fléchés, quoi, finalement. Voilà. Merci, Amélie. Alors, une dernière question, peut-être. Oui, donc je vais vous demander de venir me rejoindre pour qu'on vous voit à l'écran. Donc, Madame Sylvie Delmer, qui est vice-présidente orientation, insertion, entrepreneuriat à l'Université de Lille. Bonjour, merci. Oui, j'ai une question qui est liée à l'aspect transfrontalier de notre programme. Est-ce que dans votre recherche, vous avez justement identifié
des éléments de différenciation des publics étudiants entrepreneurs de chaque côté de la frontière. Ou peut-être ce n'est pas votre objet d'étude, mais je crois que si. Oui. Donc, bon, alors, ça, c'est peut-être un élément qui mérite encore de l'attention de notre côté, d'un peu plus regarder en faisant de la comparaison au niveau des différentes zones. Donc ça, c'est en cours d'analyse, ce n'est pas tout à fait terminé, mais il y a des différences. Et notamment, ce qu'on peut déjà dire à ce stade, c'est que de notre côté à nous, le phénomène solo-entrepreneurship et un peu le côté finalement équipe qui ne sont pas multidisciplinaires est assez prégnant. Ça l'est peut-être un peu moins si on regarde le côté pépite, le côté français. Donc, il y a des différences de ce type. Maintenant, attention, hein, ça reste de l'étude qualitative, très exploratoire. Et donc, ici, on ne peut pas faire une extrapolation et dire que ce que je vous dis là a une validité de nature quantitative avec une collecte de données qui serait faite dans toutes les structures des 3 zones géographiques, parce qu'il y a énormément de structures. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose quand même qu'on a vu se dessiner et qu'on va d'ailleurs creuser avec Julie pour la documentation finale, d'un peu plus mettre en évidence les différences entre régions. Et je pense que c'est une belle piste que vous soulignez là. Pourquoi? Parce que dans ce que je vous ai dit à la fin, il faudrait davantage créer un continuum où finalement on peut passer d'étape en étape et de zone en zone. Et bien ça nécessite évidemment d'identifier les marqueurs ou les forces qu'il y aurait dans chacune des zones pour créer ce continuum et ce parcours. Et donc ça, c'est une belle piste, justement, pour faire évoluer, je trouve, nos accompagnements et avoir une meilleure dynamique transfrontalière. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Oui, juste peut-être que si je peux rebondir là-dessus, en effet, hein, sur les questions transfrontalières, ce qui peut donner une plus-value, c'est justement de s'appuyer sur les différenciations et du coup, d'en faire une force et une complémentarité. C'est pour ça que je posais la question, à savoir dans les équipes, mais aussi chez les étudiants. Est-ce qu'ils ont des cultures différentes qui participent de cette complémentarité possible? Oui, juste vous dire par rapport à ça, c'est que nos partenaires flamands ont finalement proposé dans le programme un challenge où on a fonctionné par équipe transnationale et donc où on mixait les étudiants des différentes zones géographiques. Et là, pour avoir été, moi, mentor dans ce challenge, et avoir discuté et coaché les équipes, on voit la richesse tout de suite. Hein. On voit tout de suite que d'abord, ils ont des profils différents. Hein. Il y avait des profils beaucoup plus techniques en Flandre par rapport à chez nous, c'était des étudiants en gestion. Donc, il y a évidemment des backgrounds différents. Et il y a une richesse qui se crée, une complémentarité. Et donc, on voit évidemment hein, que là, on crée une richesse à partir du moment où on met en relation des étudiants et on crée des équipes qui sont transnationales, bien entendu. Après, évidemment, la difficulté, c'est de pouvoir mettre ça en place avec chacun, nos frontières, nos limites, nos balises, nos institutions, etc. Donc, ce n'est pas facile à mettre en place. Voilà. Et alors, évidemment, la langue aussi, on ne va pas se le cacher. Hein. La langue reste une pierre d'achoppement et ça a été une difficulté pendant le challenge. On a dû évidemment mobiliser plutôt l'anglais pour que chacun puisse se comprendre et ça veut dire que ces étudiants entrepreneurs doivent être conscients que pouvoir maîtriser l'anglais, ben, ça fait partie du package si on veut un petit peu sortir de ces frontières. Sinon, déjà, on ne peut même pas s'exprimer et échanger des idées avec les autres. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on a pu expérimenter aussi dans le programme à côté du volet recherche. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame Jacquemin. Alors moi, j'ai une dernière question pour Antoine Buchet. Monsieur Buchet, Antoine, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Oui, donc Antoine Buchet donc, est, comme je le disais, maître de conférence à la faculté d'économie et de gestion de l'université de Mons. Et moi, j'avais une question qui portait, donc tu nous as présenté donc, les taux de croissance des différentes PME sur un territoire transfrontalier. C'est bien ça. Et est-ce que tu as pu distinguer, donc faire des différenciations justement en fonction des territoires sur ces taux de croissance et sur la typologie des entreprises? En fait, c'est un élément sur lequel je ne me suis pas penché dans la recherche, mais j'ai regardé par curiosité et on voit que un peu forcément,
On a un moteur économique fort dans les 3 régions, c'est la Flandre, et donc qui pousse une série d'activités. Par exemple, je parlais de tout ce qui est finance et assurance comme un secteur porteur, mais c'est surtout un secteur qui est majoritairement développé en Flandre, par exemple. Il est porteur parce qu'on est de l'ordre du 80-20 à peu près en termes de représentativité et de statistiques. Mais comme l'idée, c'était d'analyser à l'échelle de tout le territoire, on n'a pas fait de différenciation. Mais effectivement, il y a des secteurs qui sont plus poussés à l'échelle de certains territoires. Je crois qu'on a atteint le temps. Je remercie encore beaucoup, très chaleureusement, donc, nos deux orateurs. Et nous allons faire une pause, si vous le voulez bien. Et nous allons nous retrouver donc à 18h30. Et ce sera donc Madame Sylvie Delmer, vice-président orientation, insertion, entrepreneuriat de l'Université de Lille, qui introduira le 2e temps de cette soirée. Et nous aurons ensuite la conférence donc, de Monsieur Pierre Gagnère, chef étoilé et entrepreneur dans l'âme. Donc, à tout à l'heure, à tout de suite plutôt, à 18h30.